Bon retour dans les podcasts Cœur de Papa. Aujourd'hui, je reçois un homme que j'ai rencontré lors d'un moment fort, une retraite avec notre mentor commun Pierre Dufraisse à l'automne dernier. Loïc est père, divorcé, il vit entre deux pays, la France et l'Angleterre. Il exerce le métier de steward, un métier fait de mouvement, de distance, de service, mais qu'il remet aujourd'hui profondément en question pour se reconnecter à l'essentiel. Il nous en dira plus. Dans cet épisode, on va parler de son parcours de vie, des épreuves qu'il a traversées, notamment du divorce, de la gestion des enfants, et ce qu'il en a appris en tant qu'homme et en tant que père. On parlera aussi donc des enfants, de la distance, de la coparentalité, de la quête de sens, du lien avec l'essentiel. Et bien sûr, on évoquera sûrement nos amis communs, donc Pierre et Cathy. On vous expliquera tout ça à la recherche permanente de cohérence dans nos choix de vie. Une discussion sincère à cœur ouvert. Bienvenue dans Cœur de Papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Alors Loïc, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté cet entretien. Je t'ai un petit peu présenté dans l'introduction, mais si tu veux te présenter peut-être un peu plus en détail et nous en dire un petit peu plus sur toi. Yes, bon bah écoute, Aurélien, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Donc moi Loïc, papa de deux enfants, Izzy et Zach, 13 et 11 ans. Je suis un cuisinier pendant 15 ans avec les études, BEP Bac Pro, et puis on va dire 10 ans d'expérience. Après, dans les avions actuellement, ça fait un petit peu plus de 15 ans. Donc c'est peut-être l'heure de passer à autre chose pour les derniers 15 ans, entre guillemets, professionnels, j'entends. Euh, mais donc ouais voilà, je pense que j'aspire peut-être à des choses un peu plus personnelles. Oui, le sens de l'essentiel, un projet peut-être plus entrepreneurial. Voilà, c'est ce vers quoi je me destine. Et dans les grandes lignes, c'est ça. Alors divorcé, techniquement non, je suis séparé, mais bon, Ah bah, c'est que bah, je dirais que c'est qu'une affaire de temps. On n'était pas forcément pressé et c'est en toute c'est apaisé, donc c'est pas forcément j'ai pressé, mais ce sera la suite logique, hein, donc voilà, c'est pas divorcé, mais séparé et tout comme. Et voilà, une nouvelle page s'ouvre et puis je suis sûr qu'on va pouvoir en développer tu peux dire un peu plus. un petit mot aussi sur la vie France-Angleterre aussi, comment tu jongles un peu avec ça? Ouais, ben, tu veux commencer là-dessus? Bah oui, si tu veux. Ouais, bah, France-Angleterre, alors forcément, moi, le travail que j'exerce, c'est sur la France, pied à terre. J'y suis forcément alors une partie du temps le moins possible, surtout en va-et-vient, en transit. L'Angleterre, c'est où se trouvent les enfants, ma future ex-femme ou on va dire mon ex-femme, et les enfants. Bon, c'est un choix qu'on avait fait, hein, de toute façon, d'être en Angleterre. Ça fait à peu près 3 ans qu'on avait fait ce choix-là, nous ensemble, du système éducatif anglais, de quitter la machine à broyer, la France. Alors c'était aussi un juste retour des choses après une quinzaine d'années en France. Donc on a fait le choix de partir, système éducatif anglais. Ça fait à peu près 3 ans. Ça s'est très bien passé. Bonne adaptation pour les enfants, même si c'est pas évident, mais bon, en cours de route, nous, en termes de couple, ça a pris l'eau, et donc voilà. Mais maintenant, l'ancrage pour les enfants, c'est l'Angleterre. Eux, ils sont et c'est comme ça, j'allais dire. Donc moi, bah, le boulot est ici, donc bah, forcément, je suis un petit peu à cheval entre les deux, le cul entre deux chaises, dans dans la Manche, pile poil. Et et donc
Et donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça, donc c'est fait de va-et-vient. J'essaye d'y être le plus possible. Bon, c'est tout un sujet parce que, évidemment, pendant un moment, je voulais voler moins pour y être plus. Mais ça, c'était bien quand on était ensemble. Euh, Maintenant qu'on est séparés, financièrement, y être moins, enfin voler moins, c'est compliqué. Financièrement, c'est un petit peu juste, donc je suis un peu obligé de reprendre quelque part plus de vols. Et puis les facilités de planning qui étaient d'actualité le sont plus, plus vraiment. Donc la situation change et évolue, mais l'idée c'est d'y être régulièrement. Alors déjà 2 fois une semaine par mois, c'est bien, mais une semaine c'est assuré. Après la deuxième semaine ou 4, 5 jours, bon, je m'efforce, mais quand le planning ne quand les planètes ne s'alignent pas, des fois c'est compliqué, comme je te disais tout à l'heure. Là, le mois de juin, j'y étais début juin, je suis rentré. J'ai tout le mois de juin et début juillet avant de pouvoir y retourner parce que il y a beaucoup de rendez-vous, le Festival du potentiel humain, des rendez-vous, CATI, des formations annuelles, enfin bon, de vol, les planètes ne s'alignent pas et du coup, j'y suis pas et c'est un peu compliqué. On y reviendra forcément personnellement. Le rôle de papa, il a beaucoup évolué, hein, de papa à plein temps, de papa à mi-temps et de papa qui galère un peu. Donc voilà, tout ça est imbriqué évidemment, mais donc ouais, le boulot, c'est 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 bien pour l'instant. C'est du fait des projets, ce sera peut-être moins vrai plus tard. En termes de compatibilité avec les enfants, ouais, c'est un peu compliqué. Et si on revient à, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est si tu peux expliquer le début enfin le choix de partir en Angleterre. Tu disais que c'était d'abord un choix aussi pour les enfants par rapport au système éducatif. Est-ce que tu peux un peu expliquer les choses qui vous ont plus attiré dans le système éducatif anglais, qu'on connaît, enfin que moi je connais pas trop et qui est peut-être pas trop connu. Après les défauts du système français, ceux-là on les connaît bien, mais si tu peux rappeler toi qu'est-ce qui te dérangeait dans le système et peut-être dire ouais si tu les as mis en Angleterre dans le système public. Je sais pas s'il y a un système public ou c'est que du privé là-bas, un peu à la mode américaine, ou s'il y a quand même des Alors, écoles publiques. ouais, non, heureusement, il y a des écoles publiques. Bah, ce qui nous a motivés, alors déjà, oui, la machine à broyer française, l'éducation nationale, du des profs plus ou moins bien formés, plus ou moins motivés, plus ou moins au bon endroit parce qu'ils sont un peu dispatchés, et pas souvent, pas toujours selon leur volonté. Ouais, un système aux abois. On le voit avec les bacs, les notes qui baissent, on en demande de moins en moins, on demande de moins en moins de réflexion des QCM où on n'arrive plus à formuler, on demande plus aux enfants de formuler des idées. On a l'impression qu'on les, qu'on essaye de les abrutir un petit peu, mais bon, que le système soit pas bien fait, que ce soit beaucoup de par cœur, de choses décontextualisées, que ce soit des choses qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Bon, le système éducatif français, je pense que c'est un grand naufrage. Et on n'est pas parti juste pour ça. C'était aussi la fin d'une ère en France. Kate, pour la nommer, mon ex-femme était donc directrice de primaire dans une école Montessori, bilingue, Montessori avec la maternelle. Donc c'était déjà privé avec des profs justement bah, anglo-saxons, des profs français. Donc c'est deux mondes hein, déjà en termes de motivation, de d'état d'esprit. C'est vrai que la France, ça râle dès qu'il y a un truc de nouveau, qu'on veut essayer de mettre quelque chose en place. C'est compliqué, c'est compliqué alors que les anglo-saxons, il y a quand même cette souplesse. Et donc déjà, bon, on voyait un petit peu le choc entre les deux systèmes, en fait, entre les deux cultures, on va dire les anglophones et les francophones. Et puis, bah,
Kate avait déjà travaillé en Angleterre, donc oui, bah, le système est quand même plus inclusif, plus positif. Donc nous, voilà, le système éducatif français, heu, à ce moment-là, Izzy, notre grande, allait passer, de la primaire au collège. Donc on voulait pas que ce soit dans cette petite école, surtout le collège, c'était vraiment, des petites classes de 4-5 où ils ont ouvert maternelle, après primaire et après collège et maintenant ils voulaient ouvrir lycée pour qu'il y ait une continuité, mais ça a été ouvert au fur et à mesure et donc plus tu montais, moins les classes étaient chargées, quoi et donc il y a un moment où tu presque trop Et toujours dans la pédagogie Montessori, elle a réussi à développer ça? un peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, heu, ils veulent lécher le sol et manger des cailloux, bon je plaisante, mais c'est on les laisse un peu découvrir par eux-mêmes et les petits apprennent des grands, les grands des petits, mais bon ça c'était la maternelle, mais toute l'école était bilingue et hem et voilà, mais bon, nous, au moment de passer, de la primaire, au collège, le collège, c'était vraiment trop une petite bulle à part, et heu et puis de toute façon, on arrivait à un temps où, bah, l'expérience professionnelle des à peu près 13-14 ans, là-bas, pour qu'elle se terminait, heu le covid, les années, l'ont un petit peu les procédures, les l'ont un peu épuisée. Elle avait besoin d'autre chose. Son père, vieillit, bah, un peu comme tout le monde, mais l'idée de se rapprocher. Nous, c'était un juste retour des choses, après, 14-15 ans en France. La transition entre, en primaire et collège, pour, notre grande, bah, tout s'alignait, tout pointait du doigt vers l'Angleterre et puis oui, hein, l'Angleterre, alors c'est elle qui en parlerait le mieux, mais c'est quand même, plus inclusif, plus positif, où bon les profs sont quand même, un peu mieux formés, peut-être, aux besoins spécifiques, un peu à l'autisme, les classes sont mélangées, heu elle, à l'époque, une classe de 30 avec, des enfants, syndrome la mère avait bu pendant, la grossesse, bon le môme était un peu frappé, heu, avec un autiste dans la classe, avec des enfants avec des besoins particuliers, tout ça, était une classe entière. On les mettait pas tous, d'un côté, les autistes et donc eux déjà étaient formés à, bah, bon il y avait une assistante, par exemple pour, l'enfant autiste, c'était, ils prennent un petit peu mieux en charge, les La enfants avec leurs différence. différences. Exactement. Parce que nous, sur 30, tu en as peut-être 20 qui rentrent dans le moule. Les 10 autres qui ont d'autres formes d'apprentissage, d'autres intelligences, bon, bah, ils sont laissés sur le carreau. C'est des dommages collatéraux, quoi. Donc voilà, c'est ouais, c'est différent, les profs sont mieux formés, hem et puis c'est ouais, je te dis pas partout, hein, c'est pas non plus la panacée partout, mais quand même d'une certaine manière, on va, moins reprocher à un enfant d'avoir parlé, sans lever la main et on va plus, dire à celui qui a levé la main et qui a parlé, de manière, on va dire respectueuse de le féliciter et de dire, de l'encourager, de oui, de le féliciter, bravo d'avoir, levé la main et de parler sans couper la parole à qui que ce soit plutôt que de de pourrir un môme, qui s'est exprimé sans lever la main peut-être, tu vois? C'est un petit peu, heu, c'est peut-être un petit peu cliché, mais il y a un petit peu de ça. Alors c'est pas, comme je te disais, la panacée partout, hein. Il y a des coins, désœuvrés et évidemment, des écoles, qui doivent pas être terribles, mais dans les bons coins, on peut, aller dans une école, publique et recevoir un bon enseignement, parce que les écoles privées, c'est hors de prix, hein. Franchement, c'est compliqué. Enfin, je sais pas si il doit y avoir ça aussi en France. J'ai pas non plus fait un état des lieux, des 2 pays, mais, les Bah écoles oui, les privées écoles, nous on s'était renseignés pour les écoles un peu alternatives, notamment des pédagogies Montessori, c'est à peu près 500 balles par enfant par mois. Donc tu Mmh. vois, quand on a 4 ou même rien que 2, Oui. tu déjà un SMIC qui passe juste pour l'école, t'as pas le périscolaire, t'as pas la cantine encore là-dedans, c'est Ouais, ouais, c'est un budget. ouais. Ah oui, oui, c'est un budget. Ben, même nous, c'était un budget. Nous, c'était moitié prix. Effectivement, c'était 600 € par enfant. Nous, c'était moitié prix parce que Cathy travaillait et hem mais bon, donc c'était 600 € par mois et c'était un budget, hein. On avait fait ce choix-là, parce que, bon, ça avait du sens, Cathy travaillait, mais c'était quand même un budget et du pouvoir d'achat en moins
et évidemment que pour, d'autres, personnes, d'autres couples, oui, oui, c'est un vrai, vrai budget. C'est l'école privée en Angleterre, alors je sais pas, mais je pense peut-être que pour surtout les grandes écoles, on pense, à Oxford, Cambridge ou tout ça, je pense que c'est hors de prix, mais enfin pas pour tout le monde, mais ouais, école privée, compliquée. Nous, il y avait une bonne école, alors, d'où, Kate était, où son père était, heu, là-bas. Elle a retrouvé direct un boulot dans l'enseignement aussi là-bas? Ouais, ouais, alors c'est l'enseignement. Là, c'est moins l'enseignement, proprement dit, où c'est des cellules d'enfants, enfin des cellules, c'est pas gouvernemental, mais c'est bien subventionné, mais c'est privé. Mais c'est, ouais, pour des enfants qui ont tout un tas de troubles psychologiques, émotionnels, qui ont été abusés, violés, enfin toute la panoplie de ce qui va pas et de ce qui détruit un enfant. Hem, donc oui, alors là, c'est des toutes petites classes, mais c'est oui, oui, un gros challenge, c'est c'est très gratifiant, mais c'est très, très compliqué, hein. Il y a beaucoup de violence, verbale, beaucoup de violence tout court. Alors avec elle, ça va parce elle est très douée dans ce qu'elle fait et du coup, elle est pleine d'amour. Donc du coup, et d'empathie, elle fait ça très bien et elle crée beaucoup de contact et de confiance avec les enfants. Et c'est des enfants très, très compliqués à gérer et ouais, ouais, elle l'a retrouvée, directement. C'est à 10 minutes d'où elle vit. Gros, gros challenge et je pense que ça l'impacte forcément parce que même, quand tu es, un animal à sang-froid comme elle et que tu es très qualifié, le stress et l'impact, verbal c'est parce qu'il faut quand même pouvoir le prendre, hein, et s'en décharger, donc elle est forcément un peu impactée, mais elle a retrouvé quelque chose et nous, voilà, les enfants sont bien, là où ils sont, et l'école primaire, où, ils ont tous les 2 commencé et et le collège, où maintenant Eizi et où Zaki sera, l'année prochaine, ouais, c'est très correct par rapport à ce qu'il peut y avoir d'autres dans, voilà, des coins peut-être un peu moins chanceux, un peu plus désœuvrés. OK et je sais pas où vous habitez en Angleterre, vous avez pris le choix de je sais pas, vous êtes dans une grande ville, vous êtes un peu à la campagne ou vous êtes, entre les 2? C'est quoi le mode de vie que vous avez choisi du coup en Angleterre? Alors c'est, on va dire, près de Nottingham, le milieu. Heu, alors le mode de vie qu'on avait choisi, c'était, bon déjà il y a eu une année de transition où on était chez le beau-père, et qui nous a gentiment reçus. Bon c'est pas évident, pour qui que ce soit, pour moi, mais pour qui que ce soit. Par contre c'était bien et que ça s'est, d'une manière, bien passée, pas facile, mais bien passé, on va dire. Mais c'était, quand même, la facilité, et bon, les 3 mois se sont transformés en 6 mois, en 1 an et puis après il a fallu trouver quelque chose. Donc moi je pouvais pas acheter, j'avais même pas encore de visa marital, à l'époque c'est vrai que de passer par le visa marital, alors que tu vas te séparer, c'est un peu compliqué, mais en tout cas la maison qu'on a trouvée, moi j'ai pas pu, ni l'acheter, j'avais ni les sous ni, le droit d'acheter de toute façon. Donc une maison qui était, oui, dans c'est plutôt la belle campagne anglaise, et hem ouais, c'est «la grande ville, du coin» entre guillemets, ça reste une petite ville, mais après autour c'est des villages et puis, les plus grandes villes, sont, on va dire à une petite demi-heure et puis, Nottingham qui est, ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est un bon compromis où tu es pas, campagne totale, tu es pas isolé, c'est une petite ville, qui vit. Bon, moi, personnellement, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même, un peu en vase clos et je te dirais pas que les pas les rumeurs, mais les oui, c'est une petite ville où tout le monde se connaît, où bah, voilà, un peu en vase clos. Donc pour moi, qui suis un peu ouvert sur le monde, c'est vrai que, ça paraît un peu enfermant, mais
Mais bon, en tout cas, les enfants y sont. Pour l'instant, on a trouvé, parce que c'est même aussi compliqué dans la petite campagne anglaise, de prendre un appartement à, je sais pas, 800 livres, donc 1000 euros. T'as payé aucune charge, t'as rien de plus, on va dire. Donc Mmh. 1000 euros sur le salaire en ce moment, parce que j'ai levé le pied pour y être plus, bah, c'est compliqué. Mais donc on alterne en fait. Moi, je reste là où on vivait avant, et puis les enfants restent dans leur chambre. Kate va chez son père, qui est à 5 minutes. Donc voilà, ça va pas non plus pouvoir perdurer, la déloger totalement, complètement, à chaque fois comme ça. Mais pour l'instant, bon, nous, on s'entend très bien et c'est très apaisé, donc ça va. Et c'est déjà beaucoup, gratitude. Mais bon, c'est une situation qui peut pas non plus durer éternellement. Ouais, c'est compliqué. Mais bah, c'est compliqué enfin c'est pas idéal, c'est pas compliqué parce que ça se passe très bien en fait. Et Oui, c'est pas idéal, oui, c'est pas c'est une très bonne solution dans cette configuration, mais que oui, je vais pas pouvoir la déloger comme ça fait déjà presque un an. Donc et ouais, ça défile et puis bah la situation évolue, les solutions évoluent et puis mais voilà, il y a beaucoup de choses en même temps, évidemment à gérer, bon, comme tout le monde, mais c'est vrai qu'avec les deux pays, les deux modes de pensée, les va-et-vient, on reparlera de Cathy, les va-et-vient du boulot avec les va-et-vient de l'Angleterre et puis les va-et-vient avec Cathy, de ouais, c'est de se poser et de trouver les bonnes solutions à une situation changeante et qui évolue. Bon, c'est un petit challenge, mais ça se passe bien. Voilà. et avec les enfants, que eux, comment ils traversent un peu la séparation? Est-ce qu'ils te réclament pas un peu? Du coup, c'est elle qui les gère quand même le quotidien. Est-ce que voilà, Bah pour ouais. eux, comment ça se passe pour eux et bon pour toi aussi, tu peux nous dire du coup. On a bien compris que t'aimerais changer la situation pour pouvoir les voir plus. Et de leur côté, comment ça se passe? Donc évidemment, les voir plus et de redevenir un papa euh, à 100% non, mais je dirais au moins à 50% plutôt que bon, ça on y reviendra de mon côté comment je le vis, mais eux eux le vivent enfin le vivent bien. L'adaptation déjà c'est bien faite à l'Angleterre à cette nouvelle vie, euh, plein de nouveaux copains, plein de nouvelles la transition à l'école c'est très bien faite, ils ont été très bien accueillis. Enfin, franchement top. Et donc ça c'est déjà beaucoup aussi. Après bah, la situation avec moi, et quand tu creuses un peu, évidemment qu'elle est pas idéale, qu'elle aimerait que je sois plus présent. Ouais, clairement. Alors il l'exprime quand on en discute, parce que forcément, parfois, j'aimerais aussi savoir bah, comment ça va vraiment pour eux, ou t'as plus ce contact physique très dur Par par écran, ouais. écran interposé. Zaki, lui, par exemple, il aime pas trop parler, c'est pas trop son mode d'expression. Donc, du coup, ces périodes où j'y suis pas, j'ai des petites nouvelles vite fait. Ils ont du mal à rentrer dans le détail. C'est pas donc oui, quand on y est, j'essaye de savoir vraiment comment ça se passe. Oui, bah eux, ils aimeraient qu'ils comprennent qu'Air France est un frein euh, et et que du coup, ce serait bien que je vole moins. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. La transition n'est pas faite vers le projet et puis que ça décolle suffisamment pour en vivre. D'y être plus, bah, c'est pour l'instant compliqué. Bah ouais, eux, ils le vivent correctement. Je pense que ça les impacte forcément et plus qu'ils ne l'expriment. Donc Ah oui. ça, bah ouais, ça c'est bah ça faut le prendre en fait. Hein. C'est enfin faut le prendre. Je suis obligé de l'accepter, comme dirait Steve Gentis, d'accepter ce qui est. Hein. C'est ça c'est un état de fait. Je peux pas vraiment le changer euh, et euh, et d'accepter que ce soit là, même moi, ça me mette pas à l'aise que mon rôle de papa est décroché, comme c'est
déjà, que j'étais pas là, entre guillemets «tout le temps». Quand on était en France, c'était, dans un bon équilibre parce que, le on va dire que le couple respirait, 3-4 jours, 2-3-4 jours par-ci, c'est correct, heu, bon avec, l'Angleterre, les va-et-vient, c'était, plutôt, 1 semaine, 2 semaines. Là, en ce moment, c'est, 3 semaines, 1 mois dans les cas de figure où ça se passe pas bien, enfin où ça se passe pas bien, les planètes ne sont pas alignées. Donc, ouais, c'est compliqué, pour tout le monde, je pense, hein. On fait, Et bonne après, figure, mais est-ce que, à l'inverse, du coup, je pense les moments où tu es avec eux, du coup, tu en profites plus et tu sens que c'est des moments de qualité? Il y a pas de rancune, ou au contraire, vous en profitez, encore plus? ouais, ouais, c'est ça. Oui, de rancune, évidemment que non. D'en profiter un maximum, c'est-à-dire que oui, de recentrer, encore une fois les choses sur l'essentiel. Oui, d'appliquer ce que je dis, c'est-à-dire que, qu'est-ce que sont mes priorités, qu'est-ce qui est vraiment important? Et donc d'être avec mes enfants, un maximum. Donc dès que je peux, déjà de dégager le planning, de m'organiser pour y être quand j'y suis et oui, de passer un bon moment, en tout cas d'être concentré vraiment sur eux, d'essayer alors ça souvent ça inclut la semaine, donc la semaine d'école, c'est plutôt, le train-train, mais ouais, de cuisiner, de passer un moment à table ensemble, d'essayer de faire des jeux, des activités, oui, oui, un maximum, de passer, du temps ensemble, et du temps de qualité parce que ça a pas été non plus toujours le cas, surtout au début. Moi, il a fallu que je fasse un travail sur moi, d'accepter la distance, de prendre, la séparation un peu dans la gueule, même si ça se passe bien, tu es forcément impacté. Même quand ça se passe bien, je sais pas comment ça se passe pour les autres quand c'est la guerre et qu'ils foutent les mômes, au milieu et que voilà, c'est ça défouraille dans tous les sens. Mmh. Nous, ça se passe bien, mais il a quand même fallu accepter la situation, les distances, me changer parce que moi, ma communication, je voyais que ça s'envenimait avec mon adolescente, avec ma grande. Hem du fait qu'elle devienne adolescente, parce que ce papa, poule, était, un papa, peut-être un peu, je vais dire, oppressant où, où j'ai voulu, faudrait utiliser, hem, de les forcer un petit peu à être, comme, moi je voulais qu'ils soient. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi que je fasse un cheminement, heu heu, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je leur imposais des schémas alors que je prêchais le fait qu'ils soient, qu'ils se développent par eux-mêmes, qu'ils aient leur indépendance de pensée, leur, leur, ouais, leur indépendance, leur propre personne, de développer leur propre individualité, que vraiment de les accompagner, plutôt que d'essayer de transmettre des schémas, heu voilà, qui m'appartiennent, bah, tu veux le meilleur, mais en fait, tu leur imposes, des choses et ça, il a fallu déjà le voir et rectifier le tir. Ça s'est surtout manifesté dans la communication où je voyais que, mon message, de père, «Faites comme ci, faites comme ça» ou «Vous devriez faire ci», enfin comme si, tous les bons conseils, qui étaient d'ailleurs même pas toujours congruents, d'un parent, «Faites comme ci, faites comme ça», plutôt que de vraiment, les accompagner sur leur chemin, personnel de découverte d'eux-mêmes et et puis, de découverte de la vie et de leur donner les bons outils, mais seulement s'ils les veulent, pas de les forcer, ou de forcer des vérités, heu, pas toutes, toutes relatives. On retombe vite dans nos vieux schémas, avec les enfants quand il y a un peu de fatigue, quand ça se déroule pas comme on veut, effectivement, on peut vite, redéraper dans des schémas qu'on veut pas leur imposer, quoi, Ouais, ouais, et qu'on veut totalement. pas pour eux. Ouais, totalement. Bah, ouais, comportementalement, alors c'est sûr que fatigué, tu gueules déjà plus, et pourquoi tu gueules et pourquoi tu et ces idées, qui sont les tiennes, de vouloir, les imposer,
Ouais, ouais, c'était, de revenir sur cette éducation, dont moi j'ai, enfin un petit peu à l'ancienne, où tu reproduis des schémas comme tu dis. Mmh. Hem et puis alors en plus avec tes états d'âme ou selon certaines, il y avait, Sonia Delahaye, qui avait fait, le livre un petit peu sur les 5 piliers d'une éducation respectueuse, donc les écrans, le sommeil, la nourriture, l'hygiène et la sécurité physique. Mais bon, c'est ça, j'aurais bien aimé l'avoir, un petit peu plus tôt parce que, j'avais déjà imprégné mes enfants de choses, que moi j'avais même moi-même reçues, et de se distancer de l'éducation qu'on a reçue, et de se rendre compte qu'on impose des schémas à nos enfants, sans, sans ouais, que En c'est pas conscience, toujours bah, de manière inconsciente, ouais, déjà de faire un petit peu ce chemin nous-mêmes, et puis, d'arrêter, c'était pas, tyrannique, mais c'était un peu, oppressant, et puis c'était pas, respectueux de leur individualité. Donc tout ça, il a fallu, le voir, travailler dessus, dans une, situation, de distance. Alors c'est ça où tout est bien fait aussi, d'une certaine manière. Peut-être que cette distance, en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de le voir, la distance qui s'est créée, de fait, de cette situation, de séparation, et puis de mon boulot qui amène un petit peu à m'éloigner, et de la situation, surtout de la séparation où l'éloignement a été, de plus en plus grand, bah, d'utiliser ce temps, pour faire un travail sur soi parce que, bon déjà il fallait voir que ça bloquait dans la communication, et puis que j'accompagnais pas mes enfants comme je le voulais, pas comme je le disais en plus, et de mettre ce temps à partie pour, vraiment, faire, ce travail sur soi, hein, de tu c'était peux important. reciter le livre, que toi t'as bien inspiré? Si t'en as d'autres qui t'ont aidé, qui te viennent en tête? Bah, c'est Sonia Delahaye, ouais, c'est les 5 piliers, pour, une éducation réussie. C'est aux éditions Exuvie, si vous allez sur le site de Fabien Moine, les OK, éditions c'est bon, Exuvie, Fabien. vous le trouverez, et c'est vrai qu'il est bien, enfin, il démarre surtout alors nous, la nourriture, l'alimentation, le sommeil, bon, ils dorment très bien, l'hygiène, voilà, bon, c'est les dents, corporelle, pas de souci, la sécurité physique, bon, tout ça on y veillait. C'est vrai que les écrans, c'est tout un truc Mmh. de, tous les, tout ce qui se passe au travers des écrans, avec les vidéos, les shorts, où déjà l'attention est un petit peu, atrophiée avec, bah, cette surstimulation, surexposition, pour, les yeux, pour le développement cognitif, pour, bah, les yeux, vraiment la vue, le il y a tout un tas de choses, bah, les réseaux sociaux, ça rejoint un peu la sécurité, physique où certains se dévoilent de trop ou peuvent rencontrer de mauvaises personnes. Puis ça peut être violent, et puis, donc les écrans, c'est sûr que Tu réussi à trouver un équilibre pour les limiter un peu et leur apprendre un peu à la gestion des écrans? Ça, c'est ouais, bah, aussi alors une des questions qui va pas tarder à m'arriver au niveau de l'adolescence là, et à partir de quand on leur donne un téléphone? Qu'est-ce qu'on leur autorise au début? Ça, c'est des gros sujets, hein. ouais, ouais, c'est des gros sujets. Alors encore une fois, moi, c'est toujours, par le prisme, d'une parentalité, atrophiée, ou quand, ce que j'aimerais, déjà, faut que ça se fasse heu, en bonne entente avec mon ex-femme, et puis, bah, quand moi je suis pas là, par exemple pour les écrans, bah, s'il y a des choses sur lesquelles d'une manière générale, on est d'accord, mais, ce sur quoi on n'est pas d'accord, bah, moi quand je suis pas là, tu vois, c'est mon impact, il est très limité. Donc ça, il faut revenir, d'ailleurs ça m'a fait relativiser sur le contrôle qu'on a, d'une certaine manière, et le contrôle qu'on pense avoir sur nos enfants, et essayer heu, de de leur transmettre tout un tas de choses. Mais en fait, c'est enfin, la vie, est quand même plus c'est elle qui décide, hein, d'une certaine manière. On pense avoir un certain contrôle, et d'une certaine manière, oui, on voit bien qu'il y a plein de choses
qui nous échappent et qui peuvent très rapidement nous échapper. Mais les écrans, c'est sûr que de limiter, l'accès alors déjà avant, 12 ans, nous quand ils rentrent au collège, 12 ans, c'est un petit peu tu te sens un peu forcé, mais comme ils se retrouvent dans la rue, seuls avec des déplacements, c'est quand même bien d'avoir un téléphone au cas où. Mais le problème, c'est qu'au cas où, bah, avec ça, ils ont accès à un monde d'informations et heu et oui, tu peux le brider, mais de toute façon, bride-le et puis d'autres enfants dans la cour, ont des téléphones non bridés, donc de l'exposition au porno, à la violence. Bah, toi, tu veux contrôler, tu brides le téléphone, mais c'est pas pour ça qu'ils y seront pas exposés. C'est en ça que je dis que le contrôle est très relatif, Mmh. qu'on pense exercer. Hem Si tant est qu'il faille exercer un contrôle, mais tu es obligé oui, le téléphone, nous, comme on l'a pris a posteriori, Izzy était déjà rentrée, à l'école et que, elle, elle avait déjà ce téléphone, donc elle avait déjà mis un pied dedans et de le limiter, oui, il a fallu, l'encadrer, mais, un peu dans la difficulté parce qu'il a presque fallu rétropédaler un petit peu, même si elle l'avait que, dans une certaine mesure. Heu, mais mais oui, ce livre, il est bien à lire, en amont, surtout qu'il y a plein de conseils qui sont quand même faits pour, des enfants, en bas âge et alors surtout les écrans, parce que de donner des écrans à des enfants, nous, il y a pas eu de tablette avant, avant assez tard, mais c'est vrai que les tablettes des enfants, pour le développement cognitif, c'est très tôt, qui fait office de nounou, enfin ça peut être ça peut être Ah, mais désastreux. c'est Ça clairement, peut c'est de la maltraitance, hein. Moi, je vois des fois des gamins de même pas 3 ans dans la poussette, là, pendant que les parents font les courses ou au restaurant. Combien de fois tu vois au restaurant, les parents qui ouais, donnent la ouais, tablette aux gamins et ou le téléphone et foutez-nous la paix. ouais, c'est ça. Tais-toi, sois calme. Ouais, ouais. Sois pas toi-même, sois calme. Les grands sont au resto, Ah, on fait pas de bruit et ouais, tu les hypnotises, tu les enfermes et le problème, c'est toutes les conséquences que ça a, bah, pour les yeux, pour le développement psychique, cognitif, et puis après des habitudes que tu prends d'être sur un écran plutôt que d'être dehors, des fausses interactions où là, je te touche, mais je te touche pas vraiment. Bon, le lien, c'est avec des vrais gens, dans la vraie nature, à l'extérieur, avec du vrai air, du vrai mouvement, avec du vrai sport. Ouais, quand certains, ils passent, 6-8 heures, par jour, tu te dis: «Waouh, oui, c'est de la maltraitance, c'est compliqué». Donc ouais, on a quand même, réussi à garder ça sous contrôle, mais comme, c'était un peu sur le tard, il a fallu un peu, le contraindre. Parce que le téléphone, elle l'avait déjà d'une certaine manière. Donc ouais, ouais, de faire attention à tout ça, hem, évidemment, évidemment que, nos enfants, ce à quoi on les expose, c'est évidemment, éminemment important. Mais je pense qu'on oublie aussi, de nous, qu'on les expose à nous et que nous, on transmet, beaucoup de choses, d'idées, de parfois même de toxicité, hein. Si tu as pas fait le travail sur toi, je sais pas alors c'est vrai que le livre l'expose bien où en fait, ça donne un cadre, c'est-à-dire que c'est plus toi de manière, aléatoire. Si tu as bien dormi, bah, je dirais que tu es cool avec tes enfants et puis si tu as mal dormi, que tu as eu une mauvaise journée, tu les pourris, ils comprennent pas: «Ah bah non, tiens, tu as pas la tablette, parce que, je me suis fait pourrir par mon patron et que du coup, je passe une mauvaise journée et que, bah, ça se répercute un peu sur toi». Donc déjà de bien comprendre un peu les liens, l'interaction et puis d'avoir un cadre qui est fixe. Donc dans la tête des enfants, c'est fixe, c'est pas sujet, discussion et voilà, le coucher, c'est telle heure, c'est pas, aujourd'hui, allez, exception. Bah non, l'enfant lui, il comprend pas exception, il s'engouffre dans les brèches et il faut qu'il y ait un cadre, qui soit, respecté et du coup, l'enfant derrière après, c'est plus simple dans sa tête aussi et il y a pas, c'est pas sujet, à l'état d'esprit, ou à la fatigue des parents. Donc ça, c'est un petit peu, le côté énergie du jour, mais quand les parents sont eux-mêmes encombrés de tout un tas d'idées, de croyances, de
je sais pas, de dépendance, de peur, tu vois? Tout ça, ça irradie, quoi, hein, donc Ouais, et moi je viens d'écouter là, en plusieurs jours là, un podcast de Thomas Dansembourg, je sais pas si tu connais, qui parle beaucoup de enfin qui promeut la communication non violente. tu as dû m'en parler, ouais. Et ce qu'il dit qui est vrai et qu'on sait tous, enfin qu'on sait tous, mais qui est toujours bien de rappeler, c'est que les enfants en fait, ils marchent par l'exemplarité. Il dit: «Le seul moyen éducatif, c'est l'exemplarité». Tu peux pas dire à tes enfants, «Arrête d'être sur son téléphone», si toi-même tu l'es tout le temps. Et moi je vois que, bah, j'y suis encore beaucoup trop, quoi. Là, surtout que maintenant je me lance dans le podcast, un peu les réseaux sociaux, tu envie de partager un peu plus de choses, et c'est vraiment une addiction, quoi. «Ah tiens, est-ce que j'ai un commentaire? Est-ce que j'ai un like? Est-ce que combien de personnes ont vu ma vidéo, mon machin?» Et au final, on y est tout le temps, quoi. Et pourtant, j'essaye vraiment de limiter. Donc effectivement, il y a déjà le cadre des repas où là, c'est strictement interdit. Là, on sort pas le téléphone, on Ouais, profite, c'est on important. savoure. Et après, le reste de la journée, j'essaye, de pas dégainer mon téléphone quand je suis avec les enfants, quoi, parce que c'est vraiment l'exemplarité, et c'est dur d'être exemplaire là-dessus, je trouve, hein. J'essaye de m'y appliquer, mais ouais, c'est très dur, quoi, de leur montrer l'exemple. Ouais, nos dépendances, nos contradictions, l'exemplarité, bah oui, la congruence, avec, incarner son message. Enfin, moi, je me suis rendu compte que ces conseils que tu donnes aux enfants: «Ah bah oui, il faut faire, comme ci, faut faire comme ça», hem, comme si un fumeur disait: «Bah, faut arrêter de fumer» et puis, bah, qu'il fume quand même. Si tu n'incarnes pas ton message, j'allais dire, c'est de la merde. Les enfants, en fait, ils si ils tu pourrais presque ne rien dire si je me rends compte que, tous ces bons conseils, pleins de bonne volonté, bah, ça rentre, ça sort parce qu'en fait, ils sont pas incarnés d'une certaine manière. C'est alors que oui, les choses que tu transmets par exemplarité, ils le voient, il y a des mots, il y a des actions, il y a une cohérence et et tu as peut-être même moins besoin d'expliquer, ce que tu fais, il le voit. Par contre, tous ces conseils, «Ah bah oui, faut se coucher tôt, ah bah oui, faut bien manger», et puis voilà, les gros burgers, bien dégoulinants, de faut prendre soin de soi, on voit jamais de sport, faut se coucher tôt, télé jusqu'à point d'heure. Bon bah, l'enfant, derrière, il comprend que c'est pas cohérent. Ça m'amène un peu à, bah, du coup, je disais un peu en introduction, on s'est rencontrés à la retraite qu'on a fait ensemble chez Pierre. Pour moi, Pierre, c'est vraiment quelqu'un qui incarne parfaitement son message. On Toi, a ce qu'est-ce que tu menteur en as en commun. retiré de cette retraite dans toutes les pratiques? Voilà, on parlait alimentation, respiration, sport. Et qu'est-ce que t'en as est-ce que tu pratiquais déjà bien avant? Est-ce que tu as gardé des routines? Qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de ça? Ouais, alors effectivement, on a, pardon de t'avoir coupé, mais oui, oui, on a un mentor, commun. On a, une thérapeute, commun. Enfin moins c'est moins vrai maintenant, mais ouais, Pierre, mentor, déjà, oui, lui, il incarne son message, et c'est important. Hem, En plus de toutes les facettes, de ce qu'il est, qui sont évidemment, très inspirantes. La retraite, bah, la retraite, moi je suis aussi élève du CH, alors Ah c'était oui, en plus. CNH, mais du CH, bon, j'ai mis, du centre de l'Hormèse. J'aimais bien le centre de naturopathie Hormèse, le N, de naturopathie, il est toujours là, mais il l'a supprimé, donc le CH. Alors j'ai mis ça de côté parce que, à un moment, on était pré-séparation et que ça tabassait pas mal, les turbulences, dans ma vie personnelle étaient, un peu compliquées à gérer donc les cours, j'ai mis ça de côté. Mais donc je suis Pierre, à plein d'égards, les cours, j'y reviendrai, j'y mettrai un point d'honneur parce qu'en termes d'autonomie de pensée et de santé, c'est d'abord pour ça que je le fais avant de vouloir être, thérapeute moi-même ou naturopathe. Mais donc ouais, des je que il y a c'était, la retraite, le côté pratique, des cours théoriques et puis c'était en mode, stage intensif. C'était, heu
Bah, Pierre, il y a un côté entrepreneurial qui moi m'importait aussi. Et c'est d'ailleurs un petit peu, pour répondre à ta question, ce qui m'a euh, pas le plus importé, mais que j'en ai le plus retiré. Évidemment que la routine et ce à quoi on était exposé. Moi, j'avais déjà fait des bains froids, j'avais déjà fait du sport, j'avais fait tout un tas mais de le mettre tout ensemble, de voir sa routine, de donner de la structure, parce que faire du sport et de faire du sport de manière structurée ou de l'exercice, c'est encore autre chose. Moi, je le fais, mais plus de manière déstructurée. Enfin, je le faisais et j'essaye maintenant, en tout cas, d'appliquer une régularité. La structure, c'est peut-être pas encore tout à fait ça, mais en tout cas, une certaine régularité d'avoir un objectif qui donne un cadre, on va dire structurel. Euh, voilà, l'exposition au froid, le lien, la physiologie, bon bah c'était quand même pas mal déjà dans les cours. Et puis comme je lui avais exposé un petit peu mon idée du sens de l'essentiel et d'avoir ce mastermind sans utiliser des grands mots, mais bon, c'est un petit programme, on va dire, et ça, il fallait que je me lance. C'est ça que j'en ai retiré, c'est-à-dire qu'il fallait que je passe à l'action, même au moment où ça va pas forcément bien dans ta vie ou bien dans ta tête. Alors évidemment, c'est plus facile de faire les choses quand quand on va bien. Mais si on attend que tout aille bien ou que ça aille parfaitement pour faire les choses, t'attends longtemps. Et c'est vrai que moi, il y a eu beaucoup de procrastination. Alors, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a la prise de parole en public, il y a tout un tas de facettes, tout un tas de bonnes excuses. Mais de toute façon, ces problèmes-là n'allaient nulle part. Enfin, ces difficultés-là n'allaient nulle part. Il fallait se lancer et même dans une imperfection, il faut se lancer et puis tu corriges le tir et puis tu t'aguerris et puis et voilà. J'étais encore euh, très hésitant, même à l'issue de la retraite, parce que ça turbulait encore pas mal personnellement et pas personnellement dans mon couple, professionnellement, spirituellement, enfin voilà, la croisée des chemins, mais que voilà, fallait passer à l'action. Donc, j'ai encore un peu hésité avec ce nouveau message, avec cette nouvelle compréhension, parce que bon, voilà, tu comprends qu'il faut y aller et tu comprends que ce sera jamais dans un timing, à un moment idéal où toutes les planètes sont alignées et que tout est parfait. C'est une idée de le comprendre et puis c'est une chose de le comprendre, c'est une chose de le mettre en D'appliquer. place, ouais, d'appliquer. Donc, mais bon, voilà. Donc ça, je l'ai compris, j'ai encore mijoté un petit peu et puis là, je me lance parce que il est l'heure, Ça, bien je trouve l'heure. que c'est aussi un des points forts de Pierre, c'est qu'il arrive. Bah moi, c'est pareil, tu vois. J'avais fait la conférence et puis finalement, ça a débouché sur le podcast. Oui, tu t'étais lancé directement en fin de stage. Ouais, c'est ouais, un de ses points forts, c'est qu'il arrive à nous faire passer à l'action et à nous faire comprendre que voilà, il faut y aller, et il faut se motiver. Et ouais, la première étape, quoi, je sais pas, j'aime bien quand la première marche, quoi. Pour moi, la marche, c'était avoir fait cette conférence devant vous à la fin du stage. Ça Voilà, l'est, ça hein. avait débloqué un truc. Et c'était peut-être la plus dure, souvent la première, même si là, les autres, elles sont quand même pas mal dures aussi. Il y en Mais le aura fait d'autres, hein. d'avoir déjà fait la première, voilà, t'as confiance, tu débloques des croyances limitantes. J'ai écouté son dernier podcast là où il préconise de faire des exercices physiques à chaque fois où tu es à la limite d'abandonner pour péter tes croyances limitantes. Et une fois que tu l'as fait une fois, tu sais que tu peux le faire une deuxième fois et puis t'y vas quoi. Et Ouais, ouais, totalement. c'est vraiment chouette. Ouais, ouais, totalement. Bah, c'est les marches. Je pense que c'était important. Alors lui, il le fait en toute, enfin, plein d'empathie, euh, plein de douceur, mais le message est ferme. Oui, il sait ce qui se passe intérieurement et, euh, et oui, il nous accompagne parfaitement là-dessus. Il est génialissime, mais c'est cette première marche, ouais, comme il disait aussi, de sortir
de sa tête parce que tant que t'as pas monté la première marche, c'est, alors c'est moi ce que je prêche aussi d'une certaine manière, c'est que c'est des idées, c'est juste une belle histoire. Moi, de mon projet, s'il reste dans ma tête, c'est juste une belle idée, une belle histoire qu'on se raconte. Et tant que t'as pas monté la première marche, que t'as pas fait le premier pas, bah, ça se matérialise pas. Comme on Mmh. disait tout à l'heure, il faut d'abord que ton idée, de manière psychique ou en énergétique, en tout cas psychique, se matérialise et se structure. Alors déjà de la visualiser, mais de, de la de passer à l'action, monter cette première marche, sortir de sa tête, parce que sinon c'est des idées qui tournent en boucle et puis, le psychisme quand il est pas bien contrôlé et heu et qui part dans tous les sens, oui, à coup de syndrome de l'imposteur, d'hésitation, de procrastination, tu as toujours une bonne raison de repousser et toi, tu avais sans doute gagné du temps en fin de stage à faire cette présentation, qui fait que enfin moi, j'ai trouvé ça, assez, étonnant, la rapidité avec laquelle ton podcast, pardon, était lancé et tu t'es vite mis en ordre de marche et tu as déjà un nombre impressionnant de podcasts et je pense que ça, oui, tu avais déverrouillé très rapidement un truc en fin de stage et puis, bah, tout porte à croire que derrière, bah, ça déroule plus facilement, quoi. Ouais, ouais, tu trouves que c'est rapide? Bon, ça a quand même mis du temps, tu vois? Entre novembre, le premier épisode, il était après le temps de se former, d'orienter ça sur le podcast, ça a quand même mis, quelques temps. J'ai Ah, il y lancé avait de la ça technique, oui. que mi-février mais bon, oui, effectivement, maintenant je suis lancé sur le podcast et voilà, il y a d'autres, il y a des marches encore à franchir, ben, pour le faire découvrir et pour faire gonfler l'audience. Savoir-faire et faire savoir, mais tu lancé et bravo à toi et après de faire gonfler enfin l'audience, c'est important, et d'ailleurs, c'est pas la première marche. Tu fais pas gonfler l'audience avant de d'avoir un podcast. Bah, Donc tu as gravi la première marche et puis, bah, maintenant, en termes techniques, tu les as forcément un peu au début, mais technique ou d'audience, voilà, il y a pas d'autres problèmes, d'autres challenges, d'autres marches, ouais, d'autres d'autres marches marches à monter. exactement. La première, ouais, je pense que c'est ça en fait, la première, c'est la plus importante parce que c'est celle qui te lance en fait. Ouais, sinon tu restes dans ta tête et ça m'amène un peu à parler un peu de notre, 2e, amie, mentor un peu commun, Cathy. Donc Cathy, qui est, chamane et psy aussi. Mmh mh. Hem, Moi j'aime bien souvent rappeler Thomas Dansbourg le rappelle aussi là dans le podcast que j'ai écouté, il parle de douche psychologique, tu parlais effectivement, voilà, de la séparation, la gestion des enfants, faut déjà être bien avec soi pour pouvoir, Aider les incarner autres. son message et pouvoir espérer le transmettre le mieux possible à nos enfants. Et moi, j'avais encore cette image avant de rencontrer Cathy si tu vas voir un psy, c'est que tu as un problème, c'est que tu es fou et donc j'aimerais bien enfin, c'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est un peu déconstruire cette image peut-être que notamment les hommes, en tout cas que moi j'avais, sur ça et que, ben, pour moi, travailler sur sa psychologie, sa façon de penser, sa narration interne, on l'a aussi pas mal vu dans La retraite avec Pierre, c'était vachement, vachement important et que voilà, être suivi par une thérapeute, que ce soit une psy, une sophro, ce que vous voulez, c'est vachement important et que ça devrait, j'ai envie de dire, ça doit être remboursé par la sécu et ça devrait faire partie de l'hygiène de vie de tout le monde et casser cette image-là que c'est pas voilà, c'est pas parce que tu as un problème, c'est ça, on a tous des problèmes et il faut tous, voilà. Le fait de le communiquer, d'en parler, d'avoir le retour de quelqu'un qui est formé à ça, ça fait faire des grandes étapes, passer des grandes étapes, des marches aussi supplémentaires dans la compréhension de ses mécanismes, de ses travers, de sa psyché et pour ça Cathy était top et ouais, je voulais te demander, ouais, du coup, heu ton approche là-dessus, est-ce que tu étais suivi, déjà, avant la séparation? Est-ce que c'est la séparation qui t'a aussi amené à te re-questionner? La vision que tu en avais aussi, est-ce que tu étais un peu comme moi où tu disais: «Ouais, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui ont des problèmes», ou tu as été baigné un peu plus, voilà, plus là-dedans, peut-être plus tôt? En tout cas, moi, je l'ai un peu découvert sur le tard. Je te laisse. Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses.
Alors oui, déjà, je pense que c'est, comme tu dis, pour les tarés ou enfin, malheureusement, il y a encore beaucoup de croyances, de fausses croyances ou et fausses croyances et croyances limitantes de se dire que c'est des gens qui vont pas bien, qui vont pas bien, peut-être, mais qui vont pas bien psychiquement, qui ont besoin de parler à des psychologues. Bah, non, il y a rien de plus faux, c'est pour mettre de l'ordre dans ses idées, de ranger sa tête, et son esprit, pour mieux l'utiliser. Alors Cathy, déjà, elle est extraordinaire. Oui, ostéopathe, chamane, les voix japonaises, elle est tranchante comme un sabre. Ouais, psychologue, autiste Asperger, hein, c'est un super cerveau. C'est accessoirement, c'est un super cerveau. Je pense que personne ne fait plus qu'une tâche à la fois correctement, mais elle, elle tient des discussions poussées, techniques, avec plusieurs personnes en même temps. C'est un vrai super cerveau. Elle est incroyable. Et puis, elle a une précision et une justesse dans ses mots et ses propos. C'est c'est assez incroyable, hein. Donc, pour répondre aussi à ta question, moi j'avais commencé, avec en début, heu en début de séparation, on va dire, personnellement, thérapie de couple, pour, essayer j'allais dire de sauver les meubles et de faire ça bien. Et puis l'idée c'était, à l'époque, même que ça aille vers le mieux, hein, de se remettre sur les rails. Donc, ouais, j'ai commencé, en amont. Alors j'ai commencé de manière, plus, conventionnelle avec une psychologue, on va dire traditionnelle. Et q Alors Cathy, l'exprime bien, c'est vrai que la posologie, c'était, ta petite séance une fois par mois, et c'est déjà bien. Mais, bon, je sais pas, quand tu as c'est ma façon de le voir, mais quand tu as un mal de crâne, tu prends 1 gramme de Doliprane. Si tu prends 100 milligrammes de Doliprane, ton mal de tête, il va pas partir. Des La psychologie pour ranger son esprit à très petite dose, j'en vois les limites maintenant qu'avec elle, c'est des sessions de 4 heures. Hem Et il y a des stages, pour, on va dire implémenter tout ça et d'aller plus en profondeur et de revenir en cabinet et voilà, avec tout un tas d'outils et de médecine, mais c'est une autre façon de travailler avec une autre personne. Alors, c'est merci à toi de de l'avoir mis, sur mon chemin parce que, je pense que c'était la personne qu'il me fallait, assez confrontante et puis, dans une autre mesure, parce que c'est des séances de 4 heures avec d'autres outils et donc, ouais, ouais, un autre, une autre façon de travailler. Oui, il y a des trucs que tu peux pas avoir tout seul. Faut arrêter, de enfin, ton petit bout de salade, entre tes dents, si quelqu'un te dit pas que tu as un bout de salade entre les dents, tu le verras pas. Logiquement, on a des travers, on a des croyances, il y a tout un tas de choses, ouais, de pensées, erronées, de schémas, c'est impossible à voir tout seul et puis, d'avancer, de manière structurée, là-dedans et on a besoin alors, de voir quelqu'un si on en ressent le besoin et je dirais que même si on n'en ressent pas le besoin, ne serait-ce que pour mettre le doigt sur, quelques travers, quelques trucs, il y a toujours matière à s'améliorer. Je pense que, ce serait, utile, à tout un chacun. Évidemment, en général, quand tout va bien, on est plutôt à l'apéro que chez le psychologue. Mais, en fait, je pense qu'on gagnerait à travailler de toute façon sur soi, tout le temps, de manière accompagnée et puis quand ça va pas, quand il y a des vrais besoins et de remettre un peu d'ordre dans son esprit, ah oui, de travailler, de manière accompagnée, oui, je le recommande et je pense que il y a il y a que comme ça qu'on peut réellement avancer et avancer, vite et bien. Parce qu'avancer, en ramant à contre-courant, enfin moi je l'ai beaucoup fait, j'en ai perdu beaucoup de temps et d'où l'idée, d'aider les gens avec, on va dire mon petit programme, le sens de l'essentiel, de revenir à ce qui est important et puis d'essayer de pas perdre trop de temps. Ouais, avancer seul, c'est compliqué, hein, ça me paraît, ça me paraît, Ouais. très périlleux.
Bah, fais une transition toute trouvée. Si tu peux un peu nous détailler maintenant toi, ton sens de l'essentiel, comment t'en es venu à te poser ces questions-là, qu'est-ce que tu développes, qu'est-ce que tu as développé, et ouais, tu nous présenter un peu. Oui, merci de me lancer là-dessus. Heu, ouais, alors j'y suis venu, naturellement, je pense, hem, je pense j'y suis venu naturellement, parce que j'ai envie de contribuer. Je m'estime assez chanceux pour pouvoir maintenant, vouloir, aider et contribuer, ayant fait beaucoup de d'erreurs, et hem et ayant été, beaucoup perdu, en ayant perdu beaucoup de temps, et ça a peut-être même démarré, on va dire, au Covid, où, merci le Covid, alors il y a eu, des difficultés, mais, je suis quand même, sorti de cet état d'hypnose, de bah, j'étais, heu j'allais dire à l'ancienne. C'était presque le mois d'avant, ou enfin, c'était même pas le mois, en fait, c'était cette personne, endormie, hypnotisée, métro boulot dodo, tu vis, tu meurs, tu finis 6 pieds sous terre, tu es mangé par les vers, c'est la fin de la vie. Enfin, spirituellement, j'étais là. Donc évidemment que je me ou philosophiquement, mais spirituellement, évidemment que je me suis beaucoup ouvert, parce que ça, c'était niveau zéro, j'allais dire, mais bon, c'était comme ça. Et puis le Covid, ouais, de voir qui, je sais pas, bon, évidemment, il s'est passé plein de choses, mais quand tu commences à t'auto-signer une autorisation pour t'autoriser à sortir dehors, bah, tu dis: «Putain, il y a un problème là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va pas». Donc évidemment, l'extéroception, l'attention projetée vers l'extérieur, à se dire qu'il y a un truc qui va pas, un peu plaqué contre le mur, et à voilà, à faire des recherches, à voir heu, qu'il y avait, des choses qui se passaient hem et qui moi ne m'allaient pas du tout. Mais en fait, du coup, ça m'a quand même permis, de voir, certaines choses, et tout ça, a fini par me faire, aller, en dedans. Parce que cette recherche constante d'informations, de complotisme, et de et de méchants puissants, qui nous veulent, du mal. Évidemment, s'il y a des complotistes, il y a des comploteurs, et qu'il y a des choses, éminemment importantes qui se passent, au-dessus de nous, et au-delà des États, et c'est pas ton président qui choisit quoi que ce soit. Bref, il se passe des choses, et d'avoir, creusé ça, et bon, déjà, c'était important pour ouvrir les yeux. Je pense que ça m'a quand même, ouais, ouvert les yeux sur, l'état du monde d'une certaine manière. Après, tu peux creuser sans fin, et puis ça part dans tous les sens, donc chacun a sa vérité, ou sa réalité. Mais et quand je me suis rendu compte que tu pouvais creuser sans fin, il y a un moment où c'est vraiment, en dedans que j'ai été, chercher, cette vérité. Le chemin spirituel s'était un peu ouvert, avec, le Stéphane Alix, avec la vie après la mort, avec, la médiumnité, avec, les expériences de mort imminente, donc il y avait pas mal de trucs qui s'ouvraient déjà intérieurement, personnellement, spirituellement. Et puis, voilà, cette attention projetée vers l'extérieur a fini par être projetée à l'intérieur, et puis de voir un petit peu, l'état, des choses, le bordel à l'intérieur, en fait. Et et comme dit Cathy, en fait, de te penser lumineux, dans tout ce qui est côté, énergétique et spirituel, de vouloir être lumière, et que du coup tu es lumière, et que, non, ça, à la rigueur, ça éclaire, l'état du bordel à l'intérieur, mais les poubelles, faut les sortir, le boulot, il faut le faire. Et surtout quand tu veux, déjà, oui, personnellement, c'était important de se mettre, à faire ça, et encore plus, pour être, congruent des mots qui me sont importants, d'incarner son message, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et puis, ça sert à rien tu pas de bons conseils si, tu incarnes pas ton message, c'est juste pas possible. Et du coup, gros, gros travail, gros, gros, gros travail, heu,
voilà, il y avait, énormément de choses sur lesquelles, travailler et et de ouais, des gros dossiers, hein, donc mais bah, je pense que les casseroles, elles vont, elles iront nulle part, en fait. C'est tu continueras de les trimballer si tu assainis pas le terrain, ça peut pas, tu peux enfin, c'est compliqué même de vivre la vie et au jeu de la vie, heu, de manière encombrée. Je sais pas, jusque-là, ça a pas été très agréable. Je me rendais pas compte un peu de l'hypnose dans laquelle j'étais, donc je vivais, vie de patachon, tu vis ta vie, et puis après, tu as des enfants, en conscience, tu es marié en conscience, mais il y a des choses qui te percutent pas comme maintenant. C'est une conscience qui s'ouvre, et j'en serai peut-être autre part, plus tard, mais évidemment que, tout s'ouvre, par niveau et que c'est pas d'un coup, sinon, je pense qu'on serait complètement, déboussolés et d'ailleurs, c'est un peu ça, hein, pas le covid, des gens, c'est peut-être même ça le plus dur, hein, qu'il y ait des gens au-dessus de nous, qui soient pas bien intentionnés, mais c'est le plus dur, c'est de le croire parce qu'on pourrait se bercer d'illusions et se dire qu'on est, dans le monde des bisounours et que Mmh. non, mais ça, on n'a pas beaucoup d'impact dessus. En fait, ce sur quoi on a de l'impact, c'est nous, c'est ce jardin intérieur, c'est nos émotions, c'est tout ce qui se passe, en dedans et de m'être posé à un moment où tu es complètement déboussolé, complètement, perdu, se poser les questions de ce qui est important, de ce qui est essentiel et beh, ça a commencé à beaucoup me trotter dans la tête, papier, crayon, j'ai gratté un peu, dans tous les sens, et vraiment, ouais, de m'être, demandé ce qui est important pour moi et de commencer à le formuler, à le cristalliser, en mots. Justement, c'est plus des idées, c'est ça se matérialise. Enfin, c'est devenu plus concret en le couchant sur papier, ce qui était, important et essentiel pour moi. Ça a révélé, tout un tas de contradictions, tout un tas de dépendances, de peurs, de traumas, de choses sur lesquelles il fallait, travailler, sur lesquelles je travaille aussi, hein. C'est pas terminé et ce sera peut-être jamais terminé, probablement, mais le gros du travail, il était important de le faire pour juste arriver au niveau où tu souffles et que tu l'impression juste d'être, j'avais l'impression d'être une nouvelle personne, mais en fait non, j'étais juste moi, Un peu plus toi-même. un peu plus moi-même que la personne d'avant, n'était, pas du tout, moi. C'était, ah ouais, un un véhicule, En qui pilote. ouais, sans pilote, qui était pas habité. Voilà, encore une fois, il faut relativiser et que, ma conscience et tout ça s'ouvre et je travaille encore sur moi et il y a encore du travail. Mais, de vraiment d'avoir fait, le gros du travail pour en arriver à un minimum de stabilité et puis d'en être, au point où, tes propres projets déjà d'être, «toi» entre guillemets, de commencer à prendre les rênes, de ta vie, de ton incarnation et que tes projets puissent, de là en découler. Et que tout soit simplifié dans ta communication avec tes enfants, dans les relations, le lien à l'autre. Quand tu te débarrasses, en via, en mode via negativa où tu épluches l'oignon vers le centre, vers l'essentiel, tout s'allège, tout se simplifie, avec les autres, avec soi, enfin, parce que ça se simplifie avec soi, ça se simplifie avec les autres. Voilà, tout ce qui est à l'extérieur, les autres sont des miroirs en fait beaucoup Et de les autres, les enfants te renvoient beaucoup d'effets miroirs. et c'est énorme. Alors, faites pas forcément des enfants que pour ça, mais en tout cas, ça c'est une des vertus, des enfants, déjà une des plus belles missions, une des plus belles, aventures. Pour revenir à donc au sens de l'essentiel, est-ce que tu disais que tu as quelque chose de prêt? Tu un programme pour accompagner les gens si on veut un peu te suivre? J'ai vu que donc tu te lances un peu sur Insta et Facebook, donc je mettrai tes liens et tes coordonnées, dans le descriptif de l'épisode quand il sortira.
Mais du coup, Ouais, ouais, c'est gentil. si on veut travailler un peu plus avec toi et pour ceux qui seraient éventuellement peut-être encore dans la matrice et qui voudraient peut-être un peu se reconnecter à leur sens de l'essentiel, Ouais, ouais. tu un programme de prêt? Alors c'est ça l'idée. Donc déjà, le programme, il est là. La structure est là. Je l'essaye de le garder souple parce qu'il faut aussi que ça s'adapte aux gens et à leurs spécificités surtout. Évidemment que ce sera adapté aux gens. C'est pas moi qui vais te dire ce qui est essentiel pour toi. L'idée, ce sera de t'amener à ce qui est essentiel pour toi. Que toi, tu creuses. Alors c'est un travail personnel. C'est un travail aussi de groupe, peut-être trois quatre personnes. J'aimerais bien que ce soit sous ce format-là, c'est ni trop peu ni pas assez. Il y a quand même un travail, une synergie, avec une problématique par exemple personnelle, mais que sur laquelle tu travailles, en groupe. En fait, tu l'exposes et tu vois que ça, c'est l'idée du mastermind, en mode mastermind où que, tu bénéficies de l'expérience des autres et des idées des autres et qu'une problématique, qui semble être un peu fermée, toi tout seul dans ta tête, en fait, tu vois que tout ce qui peut émerger de tout ça, de cette synergie de 4 cerveaux, hem, enfin 5 par exemple avec le mien, puisque moi j'apprendrai tout autant, je participerai, c'est une colonne vertébrale. Moi j'ai la colonne vertébrale, mais l'idée c'est que que ce soit multidirectionnel, donc en groupe, avec une problématique de groupe, personnelle pardon, mais un peu travailler, dessus, en groupe. Mais ça reste quand même un travail personnel, avec tout un tas d'exercices qui vont, te permettre d'extraire la substance en fait, d'aller, au cœur du réacteur et d'extraire cette substance, oui, tout un tas d'exercices où, oui, tu t'épluches un peu comme un oignon et en te posant des questions, voilà, avec sincérité, en présence et de te permettre de cheminer et d'arriver vraiment à ce qui est important et ce qui est, essentiel et que tout ça puisse être utile, personnellement ou professionnellement. Je te dis pas, qu'avec ça, du jour au lendemain, tu vas trouver, ou que tu dois changer de boulot, mais que tu peux réorienter, ta vie personnelle et professionnelle, vers des choses qui ont plus de sens. Il y a toujours un peu, cette quête de sens, en 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 arrière-plan, parce que oui, je vois beaucoup de gens, un peu comme moi à l'époque, hypnotisés, perdus, déconnectés, d'eux-mêmes, de leur nature, des autres, et c'est compliqué de vivre comme ça et si tu te reconnectes pas à toi, à ce qui est important et d'aller, le chercher pour, bah, éventuellement l'utiliser. Bon, c'est un peu, tout le propos, d'amener les gens vers une transformation et qu'eux-mêmes passent à l'action, que ça reste pas juste une petite idée, qui est derrière un suffisamment de suivi, pour que, pour que ce soit, utile. D'ailleurs, je veux pas de l'argent des gens, si ça n'a pas d'utilité pour eux. Si, ce programme, on va l'appeler programme sur 2 jours, si ce programme, ne permet pas, d'aller vers, plus de soi, vers du mieux, vers quelque chose d'utile, moi je rembourse les gens en fait. Si ça n'a pas été utile, leur argent ne m'intéresse pas. Mais, mais évidemment qu'il y aura des choses, enfin moi c'est ce que je pense, des choses utiles parce que tous ces exercices, je m'étais formé avec Dean Graziosi et Tony Robbins et c'est vrai que c'est quand même des gens qui font un peu autorité dans leur, j'allais dire dans leur milieu, mais c'est l'auto-éducation, hein. C'est, que les gens, prennent des choses qu'ils ont en eux et qui s'en servent pour contribuer, alors professionnellement, mais en tout cas, dans le monde et qui, et ça tous ces exercices, de les prendre avec, tout ce qui est un peu via negativa, de retirer des choses plutôt que d'en rajouter, heu et tout ce côté un petit peu santé, naturopathie et avec ce programme où on va chercher la substance, d'arriver, à amener les gens, heu, suffisamment en profondeur pour que, voilà, l'essentiel, ce qui est important réémerge et qu'on le remette,
au cœur de l'équation pour, vivre une vie, plus alignée, qui a plus de sens et qui te permet d'être aussi, plus utile, aux gens autour, voilà, à la vie en général, on va dire. Avoir plus de sens dans ses actions, dans son boulot, dans ses relations, dans sa communication, Ouais, dans sa vie. c'est effectivement l'essentiel. Ça me fait penser un peu au concept de l'ikigai que tu dois connaître aussi. Hem, tu viens de citer Tony Robbins et l'autre personne que tu as cité, c'était? C'est le KBB, c'est un peu l'industrie, de la connaissance. Alors il part du postulat que de toute façon, l'école arrive un peu à bout de souffle et des fois elle brise plus qu'elle ne forme et elle forme de manière toute relative parce que quand les grandes entreprises, ont leur mot à dire dans le cursus, et qu'au final, on te forme surtout à être un petit pion, dans une société bien réglée, sans que tu penses de trop et sans poser trop de questions et heu et puis oui, dans la matrice, c'est ça, c'est que tu en fait, tu vis métro boulot dodo, tu as été formé, moulé, tu es un rouage, dans un plus grand système, mais il y a aucun sens d'individualité, il y a aucun sens de conscience, de présence, de vie incarnée, d'importance de la vie, la précieuseté de la vie et de faire des choses pour soi qui ont du sens, et ça, c'est donc ils partent de ce postulat que le système est un peu cassé, que les gens peuvent se former. Par exemple, un photographe qui veut quelqu'un qui a je sais pas, il exerce, peu importe le boulot et hem et sa passion, c'est la photo. Bah, de se former avec quelqu'un qui a, par exemple, 20 ans d'expérience dans la photo et qui, lui, a, extrait ce qui était important, il l'a mis dans une formation et que, du coup, tu fais une semaine de formation avec cette personne qui te donne 20 ans d'expérience compressée en une semaine. Et de se former de cette manière, pour acquérir des compétences, des qualités qui te sont utiles. Toi, tu veux être vidéaste ou te servir de, des réseaux où tu veux apprendre, à peindre, une compétence, n'importe quoi, à jouer au piano. Alors, il y aura toujours des choses où il faudra de la pratique. De, par exemple, il y avait, des, mamans pour rebondir un petit peu avec, ton podcast que j'écoutais, avec ta femme, une dame, qui avait donné naissance, chez elle dans sa baignoire, heu cette, naissance naturelle, l'avait transformée et qu'elle voulait le partager et qu'elle a mis, tout ce qu'elle pouvait, entre guillemets «dans une formation» et que des personnes, heu, ouais, qui ressentent l'appel, pour qui ça résonne, suivent son on va l'appeler une formation, hem et du coup, savent tout sur, ce qu'il y a à savoir sur une naissance, chez soi, dans sa baignoire, dans l'eau, en toute sécurité et heu et voilà et ça c'est une industrie qui se développe, déjà, qui est déjà développée et qui, est, l'industrie du futur en fait, d'apprendre toutes les compétences qui te sont utiles et nécessaires et en fait de te former pour être toi-même, une meilleure personne ou une meilleure version de toi-même et d'être mieux armé pour, défendre tes idées, tes projets et heu et mmh et voilà, en fait, tout ça, ça a énormément de sens et donc c'est des gens, Tony Robbins, il a formé, Ouais, Tony, je des le connais bien. bah, ouais, des familles royales, des sportifs de haut niveau, des présidents, Nelson Mandela, et enfin, il a coaché tout un tas de personnes. Il a une expertise de malade et bah, ce mec, il est milliardaire, multimilliardaire, il a plus besoin de travailler un jour dans sa vie. Mais, lui, ce qui l'anime, c'est de transmettre aux gens, les outils pour être eux-mêmes et vivre une vie de qualité. Quand tu as fait 3 fois le tour du monde, que tu as dépensé tout ton fric, bon, bah, il y a un moment, c'est pas ça qui t'anime. Par contre, de donner aux gens, cette capacité d'être eux-mêmes de vivre une vie, pleine de sens, contribuer contribuer à ce que les autres, atteignent leur plein potentiel pour vivre une vie
pour eux aussi est pleine de sens. C'est une boucle vertueuse où toi, tu t'épanouis dans quelque chose dans lesquels les gens s'épanouissent et qu'on nourrit ce monde et cette terre de meilleures choses, de meilleures vibrations. Voilà, de prendre soin de tout ça, quoi. Ouais, être dans la boucle vertueuse plutôt que dans l'inverse, quoi. C'est un peu ce que moi je vais essayer de faire aussi de mon côté en essayant de créer un peu une communauté de papas pour s'entraider, s'inspirer, se motiver. Avec des partages ben, comme le tien, comme tous ceux que j'essaye d'avoir sur le podcast. Donc ouais, mettre du Très sens intéressant. dans ses actions, c'est top. Donc si on veut mettre du sens dans ses actions et qu'on sait pas par où commencer, on peut contacter Loïc. Donc je mettrai ton lien sur C'est ton gentil. Instagram. On arrive déjà à plus d'une heure et 20 d'enregistrement, donc on va doucement se diriger vers la conclusion. Ça paraît Donc ouais, correct. je mettrai les liens si on veut te retrouver. C'est très gentil. Hum, pour conclure, j'aime bien toujours demander si, déjà avant de poser mes deux petites questions habituelles, si ouais, c'était un petit mot de la fin ou si tu veux encore rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué. Ouais, peut-être sur le temps qui déroule, ouais, d'accepter un petit peu notre évolution et d'aller de l'avant sans bloquer les énergies et sans se bloquer nous-mêmes qui pourrait faire qu'on ait des regrets et surtout c'est des cycles qui se répètent, mais pour avoir fait beaucoup d'erreurs et que beaucoup de choses se représentent et qu'on a enfin, je pense que si tu n'apprends pas de tes erreurs, enfin, les cycles se répètent d'une certaine manière et que il faut accepter cette évolution et de changer, alors pour le mieux, si possible, mais et de pas se bloquer, se figer, à essayer de vouloir retenir le temps où cette personne qu'on est ou qu'on était mais vraiment de laisser dérouler, ouais, et pour pas avoir de regrets, ça fait écho un petit peu au livre que je présenterai là dans une prochaine vidéo de Bronnie Ware, le top 5 des regrets des mourants, d'un mourant. Elle a accompagné plein de gens en soins palliatifs en fin Et de vie je crois que j'ai lu ce bouquin. et ah ouais, ouais, bah ouais, c'est que il y a tout un tas de choses, c'est des questions existentielles si on se les pose pas maintenant et qui fait le pendant, le lien directement avec le sens de l'essentiel, de vivre une vie pleine de sens maintenant et qu'est-ce qui est important, mais qu'est-ce qui est essentiel? Parce que en bout de course, on risque de d'avoir des regrets selon comment on a vécu sa vie et que ça a l'air d'être très compliqué et très lourd. Et d'éviter tout ça, de travailler maintenant. Les regrets, c'est maintenant qu'on travaille dessus et il y a plein de choses à faire et puis voilà, de pas bloquer le cours de l'évolution, d'accepter l'impermanence et que les cycles ne se répètent pas voilà, pour aller vers l'avant de manière apaisée. Et puis comme tu dis aussi, moi je suis aussi pas mal là-dedans en ce moment, c'est accepter que voilà, c'est marche après marche, que ça prend du temps et que voilà, faut y aller trop vite non plus et que voilà, accepter que voilà, ben, que ce soit une thérapie, que ce soit un nouveau projet, que ce soit pro ou perso, et ben on n'apprend pas à jouer du piano en une semaine quoi. C'est C'est voilà, ça. on en prend conscience et puis on y va, on pratique, on met le pied à l'étrier et on y va. Marche après marche, tout doucement, avec de la pratique et on reste pas dans sa tête, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que quand tu es dans la bonne direction, donc il y a tout un travail, mais que oui, c'est pas à pas, et que tu t'apprends à marcher, tu te mets pas à courir quand tu sais pas encore marcher, voilà, dans cette nouvelle configuration. Mais ouais, 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 d'y aller doucement. Il y a pas d'arbre, un arbre, ça pousse pas en un jour, donc il y a pas de vraies belles choses qui se construisent euh, dans la nuit trop rapidement. Je pense qu'il faut accepter aussi que les belles choses prennent du temps, quoi. Mmh.
Et mes 2 petites questions de fin, c'est, est-ce que t'en as déjà cité quelques-uns, mais est-ce un livre, un film, un podcast, vraiment une pratique qui t'a vraiment marqué en tant qu'homme, en tant que père, quelque chose que tu recommandes vraiment, qui t'a marqué? En tant que père, non, bah, après les livres, Frederica Van Eegen, ce que les peuples premiers ont à nous apprendre, ou des livres de Stéphane Alix. Après, ça, c'est des livres qui m'ont moi transformé pour être entre guillemets une meilleure personne, un meilleur père, de livres proprement dit. Alors si le livre de Sonia, oui, de La Hague, qui m'a quand même aidé à me rendre compte que cette éducation à la française où bah, tu vas faire un peu comme ça, et d'être moins euh, dans l'accompagnement de l'enfant qui est un être à part entière, et qu'il faut accompagner plus que de mouler, quoi. Mais ouais, disons que ça m'a évidemment ça. Bon, il y a tout un tas tout un tas de travail, tout un, oui, tout un travail à faire quand tu te rends compte que tes parents t'y es pas forcément, que t'es aussi imprégné de plein de lourdeurs. Après, c'est une question, sur lequel tu peux encore réfléchir et me donner, Ouais, pas plus que. éventuellement, par la suite en off, s'il y a quelque chose qui te revient, que ce soit Mhm. comme je te disais, que ce soit un livre, un film, un Vraiment bah, qui aurait moulé ce que je suis devenu comme en tant que non, père, vraiment quelque chose qui oui, enfin en tant que qui t'a parentalité impacté plutôt. en tant qu'homme et que tu recommandes, de voir, qui t'a fait réfléchir, une prise de conscience, que ce soit sur toi en tant qu'homme, sur la paternité ou autre chose, hein, mais quelque chose de marquant, quoi. Un film qui t'a impacté, quoi. Ou un film ou autre chose, ou un livre ou Ouais, une ressource, quoi. ouais, ouais, bah alors là, je suis un peu victime du retour de vol hier. Je vais y réfléchir. Parce qu'il y a plein de choses qui m'ont impacté et que je vais peut-être accrocher et puis dire: «Ah, j'ai trouvé! J'ai trouvé!» Mais là, tout de suite, maintenant, ouais, c'est sans doute fait de plein de petits bouts, mais je vais réfléchir. Je vais y réfléchir. Et puis ma dernière question que je pose aussi toujours, c'est un peu dans le même esprit que celle-là. Est-ce que tu aurais là de préférence un homme à me recommander pour un prochain épisode, aussi quelqu'un qui t'a inspiré, que tu penses que je pourrais inviter, qui aurait une expérience à partager aussi au micro de ce podcast? Ouais, bah, j'avais écouté tes podcasts, d'ailleurs bravo, parce que sacré travail. Donc oui, j'avais un peu en tête cette question, et pour y avoir réfléchi, du coup j'avais un ami qui fait un sacré boulot là avec ses enfants, mais c'est un couple d'amis et ça prend un peu l'eau, donc je dirais que c'est un peu compliqué de te l'amener lui sur un plateau où c'est pas très neutre. Euh, Peut-être qu'un autre ami qui est, ouais, lui aussi un sacré bonhomme. Et ce serait intéressant de voir comment il a tout géré, parce qu'il est en mode Shiva où il touche à tellement de choses, il fait tellement de trucs. Et puis voilà, d'être aussi un papa de 3 enfants, et puis comment tout ça trouve une cohérence. Enfin, il est assez incroyable. Euh, je Ouais, tu peux pense le que je citer, te je pense, hein. dirai. Oui, c'est François, un ami. Euh, c'est Oui, oui, François, il n'y a pas de problème à le citer. Je pense que ce sera peut-être. Je lui en ai pas parlé, donc lui, je lui soumettrai l'idée. Et puis, mais comme papa extraordinaire, bon, il y a tout un tas de papas, mais c'est vrai que je pense que lui, il y aurait pas mal de substance pour un podcast avec toi, quoi. Ouais, bah écoute, Ça pourrait être pas mal. si tu lui en parles et qu'il est pas contre l'idée, tu pourras nous mettre en contact avec Ouais, plaisir. ouais, 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 je le contacte et puis je vois ce qu'il en dit. De toute façon, on reste en contact. Ouais. Eh ben, écoute, Loïc, merci beaucoup pour cet échange, pour toutes ces choses que tu as apportées, pour ce sens de l'essentiel. On te retrouve sur ton Instagram que je mettrai en lien et on reste en contact et je te dis à très bientôt. Je te laisse le petit mot de la fin.
Merci à toi, hein, merci pour l'invitation. J'étais ravi de faire ça avec toi. C'était un petit peu confrontant dans le sens où il faut s'exposer un petit peu. Ça fait partie presque de la thérapie. En tout cas, j'étais content de le faire avec toi et puis voilà, longue vie à ton podcast. On reste en contact et des bisous. Bonjour à la famille, aux enfants. Continue ton superbe travail et à très vite. Merci beaucoup. Salut Ciao. Aurélien, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!